moi, pour en venir au sujet un peu de ce soir, je vais vous parler donc en trois parties de ce qui se passe là-bas. Donc une partie un peu historique, parce que je pense que si on comprend pas ce qui s'est passé au Moyen-Orient un petit peu, enfin, je vais brièvement hein, faire un résumé de ce qui s'est passé. Et donc en particulier autour de la question kurde, donc qui est une question assez particulière aujourd'hui. Donc il y a un peuple divisé, enfin qui est divisé entre quatre États. Ils sont aujourd'hui présents en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran. Donc à chaque fois ça représente des millions de personnes. Ça représente la population à peu près de 10 à 20% hein, des populations entre guillemets nationales de ces pays, ou en tout cas les ressortissants de ces États. Cette communauté kurde a une longue histoire d'oppression derrière elle qui commence vraiment au XIXe siècle avec des réformes dans l'Empire. Donc c'est important dans l'Empire ottoman, donc c'est important de comprendre ce contexte pour comprendre pourquoi aujourd'hui les Kurdes posent des problèmes à l'État alors que aux États du Moyen-Orient alors que ça ne devrait pas a priori. Parce qu'ils sont opprimés pour leur langue, pour leur ethnie, leur culture. Ensuite, je ferai une deuxième partie plus centrée sur ce qui se passe donc, dans la région kurde du Rojava. Donc c'est la partie syrienne où notamment, vous avez vu, alors ça c'est le sujet de mon livre, hein, comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne, où justement j'explique que les Kurdes qu'on voit parfois à la télé, vous voyez parfois à la télé, donc les combattantes, les femmes combattantes contre Daesh, hein, qui ont mis en échec cette organisation et réduit considérablement sa capacité de nuisance. C'est pas simplement des femmes avec des flingues, elles ont un projet pour les autres femmes déjà, mais il y a aussi un projet politique pour les Kurdes et aussi l'ensemble de la Syrie et des peuples du Moyen-Orient. Et ce projet est souvent mis de côté ou peu partagé. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un projet très novateur, notamment sur les relations hommes-femmes, dont j'aborderai ensuite dans l'exposé. Mais aussi, c'est pas que ça, c'est aussi un territoire multiethnique où des Kurdes, des Arabes, des chrétiens, des Syriaques, des Turkmènes, enfin, et j'en oublie encore beaucoup, d'autres ethnies, vivent ensemble dans de bonnes conditions comparées à ce qu'on peut voir à côté et qui aujourd'hui ont une véritable politique, une véritable volonté de vivre ensemble, mais c'est aussi un projet voilà, progressiste pour la région, et j'y reviendrai dans les détails, mais également, et ce qui intéressait également la libre pensée, donc c'était les femmes, mais c'était aussi le fait qu'ils aient une politique qu'on pourrait qualifier d'anticléricale, entre guillemets, c'est-à-dire que ils sont en lutte notamment contre les influences que peuvent avoir certains partis religieux qui cherchent à déterminer la vie politique au Kurdistan et au Moyen-Orient, et eux ils sont littéralement en lutte et frontalement contre ça, ils sont contre toute forme d'état religieux, ils sont pour la liberté de conscience. Et bon, c'est une politique sur certains aspects qu'on pourrait qualifier de laïque, j'y reviendrai également, et c'est pour ça que c'est intéressant. En troisième lieu, je finirai mon intervention sur la situation actuelle du Kurdistan, où on en est, notamment du Rojava, où il y a un risque majeur d'invasion turque, et que si les Turcs attaquent le Rojava et l'envahissent, c'est clairement une défaite humaine, mais c'est aussi peut-être un génocide qui se commettra à ce moment-là, parce qu'ils ont une volonté d'écraser ce peuple, et on a un précédent qui s'appelle Afrin, qui est au nord-ouest de la Syrie, quand ils ont envahi, ils ont expulsé tous les Kurdes, ou en tout cas la majorité d'entre eux, dans le sang, avec des massacres, avec des kidnappings, avec des viols, en imposant la charia, en obligeant les femmes à porter la burqa, dans une violence absolument horrible. Et c'est aussi donc pour ces raisons-là qu'il est important de s'intéresser à cette région du monde qui est aujourd'hui menacée directement de massacres généralisés et d'oppressions graves. Elle est déjà sous embargo, et j'y reviendrai. Voilà. Donc ça, c'est mes trois parties. Pour introduire la conférence sur l'histoire du Moyen-Orient, il est important de comprendre la situation de l'Empire ottoman avant sa chute, pour comprendre pourquoi les Kurdes sont devenus un problème pour tous les États de la région.
Au XIXe siècle, dans l'Empire ottoman, se passe une chose extrêmement importante. Il y a ce qu'on appelle les tanzimat. Donc, les tanzimat, c'est la réorganisation de l'Empire. Donc, entre guillemets, l'Empire passe d'une phase féodale à une phase moderne, copiée sous le modèle occidental. Et donc, au début, il s'agissait de mettre en place un État, donc avec tout ce qu'il y a, ou tout ce qu'on pourrait, ou de la façon dont ils interprétaient ce qu'on appelle l'État-nation en Europe, mais disons qu'ils l'ont interprété d'une manière assez sanglante et raciste, et on va voir pourquoi. Donc pendant les Tanzimat, les dirigeants de l'Empire ottoman, et notamment les sultans, pensent que leur empire est en retard sur le reste de l'Europe, qui commençait à les dépasser. On appelait d'ailleurs l'Empire ottoman, qui avait encore un ancrage européen important, l'homme malade de l'Europe. Et donc cet homme malade pense que si ça marche pas, c'est parce qu'ils n'ont pas modernisé le pays, qu'ils n'ont pas introduit le capitalisme chez eux, et que par conséquent, il va falloir recopier ce qui se passe en Europe dans leur région du monde pour que l'Empire renaisse de ses cendres et puisse donc revivre et de nouveau s'imposer dans la scène mondiale des grands États. Sauf que ça va se faire avec violence. Alors, dans un premier temps, ils vont dissoudre, par exemple, pour ce qui est des Kurdes, toutes les organisations autonomes, principautés, petites royautés qu'il y avait dans le Kurdistan. Ils vont exterminer la noblesse kurde, dont les chers par la suite vont prendre le pouvoir. Donc les chers, c'est des espèces de dirigeants à la fois tribales et religieux. Cette purge assez violente va déclencher les premières révoltes kurdes jusqu'en 1880. On va avoir la première révolte nationaliste kurde qui va réclamer un État ou un espace kurde, en tout cas au Moyen-Orient. Ça n'est pas qu'aux Kurdes que ça arrive, cette histoire, ça arrive à tout le monde dans l'Empire, à toutes les ethnies, à tous ceux qui ne sont pas turcs. Les premières victimes sont bien connues, hélas, c'est les Arméniens. Qui vont en pâtir très violemment. Et donc, l'une des réformes qui scandalise le plus les oulémas, ou en tout cas le clergé ottoman, dont d'ailleurs la Turquie actuelle se sent l'héritier, hein, c'est important de le dire, c'est aussi un peu pour ça qu'ils ont attaqué la conférence que nous avions organisée dans l'Ain, c'est que l'Empire ottoman, à ce moment-là, les oulémas disent, il y a une réforme qui est faite dans le cadre des Tanzimat, ils disent voilà, tous les sujets de l'Empire maintenant seront égaux devant la loi. Alors on pourrait nous dire, c'est un super progrès, quoi, rendre tout le monde égaux plutôt qu'avoir des différences entre les Arméniens, les Turcs, les Kurdes, etc. et toutes les religions. Parce que c'est surtout religieux, hein, d'ailleurs, à ce moment-là encore les dissensions, même si ça commençait de façon ethnique. Et en fait, toute une partie des oulémas et une partie des masses musulmanes refusent cette égalité en disant on ne peut pas être égaux avec des chrétiens. Et là va commencer les premiers massacres en fait, de masse de chrétiens qu'on va voir dans l'Empire ottoman. Alors par exemple, il y en a un en 1860 à Damas. Là, c'est les Druzes qui organisent littéralement l'épuration de la ville de tous ces chrétiens et on a un immense massacre. On en a régulièrement comme ça dans le Moyen-Orient. Et on va arriver au point, en 1894 à 1896, à un massacre généralisé des Arméniens parce que chrétiens, qui vont faire 200 à 300 000 morts à l'époque. Hein, c'est un massacre de masse d'une extrême violence. Et donc au début, il y avait cette ligne de fracture. Et on considérait donc les chrétiens un peu comme l'ennemi intérieur, qui était d'ailleurs encouragé par les États occidentaux qui disaient tout le temps qu'ils allaient réprimer l'Empire ottoman s'ils continuent à massacrer les chrétiens, alors qu'ils ne faisaient rien. En fait, ils ont regardé, notamment la France était bien placée pour ça. Pour rappel, il y a quand même eu des discours de Clémenceau ou encore de Jaurès de l'époque qui condamnaient justement l'inaction du gouvernement français face à ces massacres. Et c'est assez intéressant de voir justement que c'est les conditions en fait de naissance avant la Turquie. Dans cette ambiance, en fait, le pouvoir turc va se durcir. Donc déjà, on le voit chez Abdülhamid II, Abdülhamid II qui est le sultan qu'admire Erdogan. Hein, c'est-à-dire que Erdogan, l'actuel président turc, admire énormément Abdülhamid II, qui est un type qui expliquait qu'il fallait assimiler les Kurdes et les Arabes,
et qu'il fallait se débarrasser des Arméniens, quoi. Hein. Et il le disait textuellement, il est d'ailleurs impliqué, il y a une certaine responsabilité dans les massacres de 94 à 96. Voilà. Et donc c'est ce genre de type qu'Erdogan se revendique aujourd'hui, ou même encore le vice-président du COJEP qui m'a attaqué sur Twitter, qui se vantait de poser avec le petit-fils du sultan Abdulhamid II, tout fier voilà, d'être avec ce descendant qui visiblement n'était pas trop gêné par ça, ce descendant de massacreurs d'Arméniens et de chrétiens et par ailleurs aussi d'autres ethnies dans l'Empire, quoi. Donc c'est la Turquie toujours ancrée dans cette histoire, dans cet héritage en fait. Et en 1908, il va avoir ce qu'on appelle la révolution jeune turque, qui en réalité plutôt un coup d'État. Donc il va se réclamer d'une modernisation de l'Empire en disant voilà, on va prendre le pouvoir contre le sultan qui est mal entouré et on va imposer un régime, alors c'est des militaires principalement, donc ils vont instaurer un régime de la partie unique où en fait toute opposition était réprimée violemment. Et ces jeunes Turcs sont assez tous francophones. Ça aussi également, c'est intéressant à savoir. Ils sont tous francophones. Ils étaient réfugiés à Paris avant de revenir dans l'Empire ottoman. Et ils avaient des fréquentations intéressantes. Ils fréquentaient Charles Maurras, qui était en fait leur grand ami. Et Charles Maurras leur a refilé des textes très intéressants d'auteurs français. Pour ceux qui connaissent Arthur Gobineau, qui est l'auteur de l'inégalité entre les races, ou d'un traité sur l'inégalité entre les races, et c'est un des précurseurs en fait des théories raciales qui vont inspirer les nazis. Et ce type, notamment, va expliquer voilà, qu'il y a la race jaune, il y a la race blanche, il y a la race noire, et parmi la race blanche, il y en a une qui est un peu supérieure aux autres, qui est la race aryane. Bon, si ça vous rappelle rien, voilà. Et en fait, ce type-là, ça va être l'un des grands inspirateurs des jeunes Turcs. Parmi d'autres auteurs hyper racistes, obsédés par un darwinisme social, et ils vont se persuader, donc les jeunes Turcs vont se persuader qu'ils sont dans une lutte des races au Moyen-Orient, et ils vont chercher à travers ça à se dire, mais en fait l'ennemi intérieur c'est les Arméniens, et si on les extermine pas, si on les élimine pas, ben, ça va être nous qui allons être éliminés, parce qu'on est dans une lutte des races. Donc les races humaines vont se sélectionner, etc. Et donc par sélection entre guillemets naturelle, ou en tout cas par sélection étatique et violente, les jeunes Turcs, bercés dans cet idéal-là, en même temps ancrés dans un espèce de modernisme occidental très positiviste à la Auguste Comte, ils vont, et avec ces auteurs Gobineau, c'est aussi des lecteurs de Balzac par ailleurs, ou encore d'autres auteurs, et ils sont très influencés par une certaine pensée française, hein, et donc c'est assez intéressant de voir ces origines-là. Et dans le même temps, ces jeunes Turcs, ils vont avoir comme pilier de dire oui, mais en fait on vaut mieux que les autres parce que on a l'islam, on a le Coran, et au nom de la nation musulmane, ils vont justifier le génocide des chrétiens d'Orient, plus connu sous le génocide des Arméniens. Voilà. C'est dans ce contexte-là qu'en 1915, les 2 tiers de la population arménienne, on ne sait pas exactement, mais le nombre, vont finir exterminés, donc déportés dans le désert syrien. La plupart vont mourir ou seront terminés, entre guillemets, vont mourir sur le chemin à cause des conditions, ou vont être terminés par des bandits kurdes qui étaient associés notamment à l'Empire ottoman dans des objectifs de contre-insurrection, hein, contre les Arméniens, ce qu'on appelle les Amédéiers sous Abdulhamid II. C'était pas tous les Kurdes, parce que certains Kurdes aussi, comme souvent, vont protéger les Arméniens, notamment à Dersim, les Kurdes Alevis vont protéger les Arméniens, donc c'est toujours une question complexe. Mais disons que les tribus kurdes à qui le pouvoir ottoman avait accordé la gestion des régions kurdes vont participer voilà, au génocide. C'est important de le rappeler au nom de la nation musulmane. C'est comme ça que c'était sous cet argument-là que c'est fait. Et dans le même temps, l'oppression et l'assimilation se sentent. Alors par exemple,
Ce qui va faire, en plein milieu de la chute, en plein début du génocide en 1915, des Arméniens, les jeunes Turcs se radicalisent, et donc il faut assimiler les Arabes, par exemple, et les Kurdes, et pour ça ils vont dire maintenant, la langue de l'Empire c'est le turc, ils vont vouloir imposer que toutes les administrations soient en turc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, la fameuse révolte de Laurence d'Arabie, donc on est en plein Première Guerre mondiale, pour rappel, l'Empire ottoman ayant choisi la puissance allemande, les empires centraux de leur côté, et cet empire ottoman qui était d'ailleurs en pleine décomposition au moment où il rentre en guerre. Et en 1915, en pleine guerre, dans une situation apocalyptique de l'Empire, où ils perdent sur tous les fronts, sauf les Dardanelles qu'ils rencontrent, ils vont imposer donc la langue turque à tout le monde, à tout l'Empire ottoman, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est ça qui va déclencher les révoltes arabes, et notamment en 1916 avec Laurence d'Arabie, où les Arabes vont chasser les Turcs. En fait, c'est sur cette base-là que commence la révolte. Alors, l'argument du shérif de la Mecque qui participe à ça, c'est de dire oui, on va se battre contre un gouvernement mécréant, mais en réalité, le gros de la mobilisation se fait sur le fait qu'on leur impose une langue. Voilà. Donc, la Turquie moderne naît dans cette ambiance-là. Donc, parti unique, génocide, darwinisme social sur fond de théories raciales qui vont inspirer par la suite également les nazis. On va également, dans ce cadre de cette chute, avoir vu qu'ils vont subir une défaite en 1918, comme tout le monde le sait, ils vont aussi être dépecés par les puissances européennes par la suite, qui vont se partager des zones d'influence, dont en premier chef l'Angleterre et la France, qui vont être les premières à faire ce partage, voilà, partage du Moyen-Orient en zone d'influence. Et dans ce contexte-là, naquit donc les 4 parties du Kurdistan. La zone française correspond aujourd'hui à la Syrie, où sont les Kurdes, la zone anglaise à l'Irak, la zone turque suite à la guerre dite d'indépendance turque menée par Mustafa Kemal, un général ottoman, membre des jeunes turcs, qui ensuite va imposer la République de Turquie, qui va être certainement l'un des pouvoirs les plus répressifs du Moyen-Orient contre les Kurdes, et en Iran. Voilà. Donc c'est dans cette situation-là que naît le Kurdistan, que naît la Turquie moderne, et qu'on se retrouve avec le problème posé. Tous les États, alors il va y avoir la colonisation anglaise et française qui ne va pas être de tout repos, il va y avoir de nombreuses révoltes, d'ailleurs de tous les peuples locaux contre la présence anglaise et française, que ce soit les Kurdes, les Arabes, etc. Sauf que, en définitive, à partir des années 30, on voit qu'il y a une ligne de fracture qui devient claire, c'est-à-dire que les Anglais vont s'appuyer sur les masses arabes sunnites pour essayer de renforcer leur contrôle sur le Moyen-Orient, ou plus exactement les nationalistes arabes, ou le bloc nationaliste comme on dit en Syrie. Et de l'autre côté, les Français, eux, vont avoir une autre tactique, vu que les Anglais soutenaient les Arabes sunnites qui étaient plutôt majoritaires, ils vont soutenir, eux, les minorités au Moyen-Orient. Donc ils vont soutenir un peu les Kurdes, mais surtout en Syrie les Alaouites, donc une minorité alors assimilée au schisme, même si c'est un peu plus compliqué que ça, en réalité c'est un syncrétisme. Et ils vont soutenir aussi les chrétiens, et donc ils vont les organiser notamment dans l'armée, ce qui va expliquer la prise de pouvoir des Alaouites quelques décennies plus tard. Donc les puissances coloniales finissent de parfaire un peu la situation au Moyen-Orient selon leurs desseins. Alors les Anglais pour exploiter principalement le pétrole, c'était une motivation claire, parce qu'en fait à ce moment-là, les navires anglais passaient du charbon au pétrole, ce qui fait que toute leur flotte maritime était en train de changer. Donc c'était un enjeu énorme de contrôler notamment le sud de l'Iran ou le sud de l'Irak pour eux. Voilà. Suite à la colonisation française et anglaise, en 1945, donc post-Deuxième Guerre mondiale, il y a des événements qui arrivent. En Syrie, prend le pouvoir le bloc nationaliste arabe, qui va être vécu, notamment dans les régions du nord à majorité kurde, il y a également beaucoup de chrétiens, comme une nouvelle colonisation, parce que ces derniers vont en fait arriver en conquérant dans les zones kurdes qui s'étaient très peu révoltées à la fin, parce que elle voyait que le bloc nationaliste arabe en fait reprenait les thèses de nationalistes arabes qui étaient très hostiles aux Kurdes, qui qualifiaient les Kurdes de deuxième Nakba, deuxième Israël. Alors ça va être un peu plus tard parce que c'est en 48, mais
C'est ce qui va devenir à la suite, c'est l'argumentation qu'ils vont développer. Mais il y a déjà cette haine des Kurdes en 45 et en 46 parce que quand les troupes du bloc nationaliste arrivent au Rojava, en fait, ils pillent tout. Ils saccagent les commerces, ils en massacrent un peu au passage, quoi. Donc c'est également les nationalistes arabes en reprenant toute une partie des thèses en fait qui avaient été développées. Bon après ça va être Michel Aflaq notamment le grand penseur, mais Michel Aflaq aussi qui avait des accointances avec Charles Maurras. On va avoir érigé un nationalisme arabe extrêmement hostile à toutes les minorités dans le Moyen-Orient, qui va un peu imiter le nationalisme turc et le nationaliste perse qui va se développer en Iran. Voilà, donc ça c'est pour vous dresser un petit tableau historique de cette situation. Tous les États autour vont se mettre d'accord pour pas qu'il y ait de Kurdistan, parce qu'ils ne voulaient pas se voir amputer une partie de leur territoire, mais aussi par racisme. Et les puissances européennes vont arnaquer entre guillemets les Kurdes, parce qu'au début ils vont leur promettre un État qui va jamais être appliqué. Donc c'est le traité de Sèvres et le traité de Lausanne. Hop, on fait disparaître tout ça, et les Kurdes disparaissent de l'échiquier politique et vont être oppressés. Alors ça va avoir des conséquences très graves sur ces populations. Par exemple, le point le plus violent de la répression contre les Kurdes, ça va être en Irak en 1988, où on va avoir 180 000 morts assassinés par Saddam, notamment par gazage, avec des massacres de masse sur place contre les Kurdes. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les campagnes, ils vont tout raser, et ils vont avoir des projets de ce type-là. En Turquie, on a par exemple en 1938 le massacre de Dersim, 70 000 à 80 000 morts dans la région, ce qui est considérable à l'époque, peuplé de Kurdes alévis, et c'est pareil, ils vont bombarder et assassiner à la fin les femmes, notamment de Dersim, se jetaient du haut de la montagne, parce que c'est en haut d'une montagne Dersim, pour préférence mourir plutôt que tomber entre les mains des Turcs, de l'armée turque. Donc c'est des choses terribles comme ça qui arrivent. On a également, en Iran, ça s'est beaucoup vu. Bon, il y a eu une répression très violente, mais ça s'est aussi beaucoup vu, notamment au moment de la révolution islamique, là-bas, où avec la guerre Iran-Irak, il va avoir de chaque côté des Kurdes qui vont s'affronter avec la promesse de chaque État de dire voilà, on va te donner une autonomie, on va te soutenir, etc. contre l'autre pour les Kurdes de chaque nationalité. Ce qui va donner également des massacres. Le régime iranien va massacrer de nombreuses entités kurdes qui vont se créer. Ou encore en 1946, la République de Mahabad, un court épisode de République kurde au nord de l'Iran qui va aussi finir en massacre. Bref, donc en fait, dans tous ces pays-là, on nie leur existence, on nie leurs droits culturels, on nie leur langue, on nie, en fait, on leur permet pas de vivre. Et pour finir, en Syrie, pour vous compreniez un peu la situation qui va venir après, en Syrie, on a une situation où les Kurdes vont subir une colonisation directement. Ils vont envoyer des colons arabes, c'est le terme du régime bassiste qui va prendre le pouvoir en 63, et un certain Hafez el-Assad en 1970 va définitivement contrôler le parti basse, qui est un parti nationaliste, extrêmement raciste, extrêmement hostile aux Kurdes, qui est profondément antisémite, qui a notamment réorganisé sa police avec l'aide d'anciens nazis comme Alois Brunner. Donc un régime extrêmement autoritaire et fascisant. Et ils vont donc dire il faut qu'on fasse comme Israël avec les Palestiniens, il faut qu'on colonise les parties kurdes de Syrie. Et pour ça, ils vont envoyer ils vont socialiser les terres kurdes, qui vont donner ensuite à des fermes d'État arabes. Voilà, donc le seul endroit où il y a eu le socialisme en Syrie, en fait, c'est chez les Kurdes, pour leur filer à des colons arabes. C'est le terme des dirigeants bassistes. Donc, comme je l'ai expliqué, qui ont aussi un itinéraire politique plus que horrible et atroce, quoi. Bon, donc avec toute une propagande, comme je disais tout à l'heure, voilà, si on laisse les Kurdes avoir leur État ou leur espace autonome, ça va être une deuxième Israël, une deuxième Nakba, etc., etc. Donc on bourrait le crâne aux enfants arabes, notamment en Syrie, de ce genre de choses. Voilà. Arrive que les Kurdes, ils vont pas se laisser faire non plus, parce que c'est important de dire qu'ils résistent.
Ils vont s'organiser dans divers partis. Le premier historique le plus connu, c'est le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, donc qui a été fondé par Mustafa Barzani, le père de l'actuel Massoud Barzani, qui a fait le référendum en 2017 complètement, pour le moins, qui a tourné au fiasco, hein, avec l'armée irakienne qui a avancé pour reprendre les zones contestées. Donc bon, il y a eu également l'Union patriotique du Kurdistan, qui est une scission de gauche du PDK, entre guillemets, qui eux tiennent encore une petite partie du Kurdistan irakien. Et il y a un autre parti kurde qui est très important et qui pose beaucoup de problèmes à la Turquie, c'est le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Eux, ils sont devenus l'un des principaux partis kurdes dans les années 80 en menant une guérilla contre l'État turc. Ils étaient à ce moment-là marxistes-léninistes et ils sont rentrés, ils sont dans ce cadre de guérilla et de lutte contre l'État turc, ils sont rentrés directement en opposition avec l'armée turque. C'est une guerre qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Au début des années 2000, ce parti, le PKK, a été mis sur la liste des organisations terroristes sous demande de la Turquie, et en fait c'était suite au 11 septembre 2001, et pour des raisons politiques, les États-Unis, l'Europe, etc., ils ont mis le PKK sur la liste des organisations terroristes. Ils l'ont condamné. Sauf que le PKK, il est important dans ce que je vais vous parler, parce que son leader, Abdullah Öcalan, qui a été arrêté en 99 dans le cadre d'un complot de services secrets assez ribobolant, assez rocambolesque, pardon, où avec l'aide des services secrets grecs, israéliens, turcs, la CIA des Américains et les services secrets kenyans, est arrêté au Kenya et extradé en Turquie et aujourd'hui mis dans la prison politique d'Hydrali. Alors, ce personnage, pourquoi il est important, c'est qu'aujourd'hui, il a développé une théorie politique qu'on appelle le confédéralisme démocratique, depuis sa prison turque, et qui est repris aujourd'hui par les Kurdes de Syrie. Bien que d'un point de vue organisationnel, c'est une organisation différente du PKK, ils ne sont pas sur la liste des organisations terroristes, ils ont en réalité les mêmes objectifs, le même idéal politique. Voilà. Donc je vais y revenir. Donc ce confédéralisme démocratique, il est important. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la pratique des Kurdes de Syrie, il explique le reste. C'est-à-dire, je l'explique un peu dans mon livre, c'est que le confédéralisme démocratique, c'est plus maintenant le PKK qui au début voulait, par exemple, ou les autres partis kurdes du Kurdistan qui étaient alliés ne veulent plus maintenant construire un État. Ils veulent aujourd'hui construire une confédération moyen-orientale des peuples, avec les Kurdes, les Arabes, les Turcs, les Perses, enfin tous les peuples de la région, et j'en oublie, il y en a beaucoup. Et à travers cette confédération, ils veulent lutter contre les États identitaires. Ils veulent pas créer un État arabe, ils veulent pas créer un État kurde. Ils veulent en même temps en finir avec les États identitaires de la région qui veulent absolument imposer soit l'identité arabe, soit l'identité perse, soit l'identité turque. Voilà. Et c'est important parce qu'il y a également une part justement des femmes dans sa théorie qui est extrêmement importante, où il explique que, en quelque sorte, les oppressions dans les sociétés humaines ont commencé il y a 5000 ans, avec le patriarcat, avec le fait que les hommes exploitent les femmes, et qu'à partir de là, en fait, c'est créé l'oppression et un système de ce qu'il appelle de civilisation accumulatrice. Et donc pour Abdullah Öcalan et également pour les femmes kurdes, c'est extrêmement important d'en finir avec le patriarcat, donc d'en finir avec l'oppression contre les femmes dans la région, parce que c'est le point de départ de l'oppression. Voilà. Ils se réclament aussi d'un anticapitalisme. Ils pensent que le capitalisme c'est un problème aujourd'hui, comme système politique, il dévaste la planète, mais pas seulement. C'est aussi un système d'exploitation terrible. Ils sont également en opposition avec les entités religieuses, souvent au Moyen-Orient, alors pas toutes, mais globalement avec les différents clergés qui les détestent parce qu'ils défendent une politique justement en dehors des religions. Bon, je vais expliquer plus tard, après, dans très peu de temps, le contrat social où il y a la liberté de conscience qui est reconnue. Et donc ils sont en opposition
avec le fait qu'il y ait des justifications religieuses au fonctionnement voilà, politique de leur système. Donc, je vous ai résumé très rapidement leur théorie qui est très vaste, qui est très intéressante et que je vous conseille. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus concret et comment, au Rojava, on essaye de surmonter ce passé terrible entre communautés, parce que vous imaginez bien que c'est pas facile aussi pour tout un tas de Kurdes aussi de vivre avec des gens qui considèrent avoir, qui ont été en tout cas à un moment leurs oppresseurs.